Donc qu'est-ce qu'on fait de ces grosses lésions à l'heure de la dissection? Est-ce qu'il faut disséquer tout le monde, pas disséquer tout le monde? Je vais essayer de vous donner les réponses de 2018 qui vont probablement bouger. Je vais aller très vite sur l'introduction. Qu'est-ce qu'on peut réséquer en endoscopie? C'est évidemment pour l'instant tout ce qui n'a pas de risque ganglionnaire, qui est directement lié à l'infiltration en profondeur, qui va dépendre de votre compte rendu d'anapathe, qui est primordial, et on sait, et M. Poussal le sait, que c'est RCP de cancer superficiel, qu'il y a malheureusement encore beaucoup de travail à faire chez nos anapathes. Il va falloir qu'on bosse avec nos anapathes pour optimiser les comptes rendus. Il faut que la lésion soit n'est pas dégénérée, il n'y a aucun risque évidemment de l'invasion ganglionnaire, soit elle est dégénérée, et tant qu'elle a moins de 1000 microns, le risque ganglionnaire est quasi nul. Il y a des critères qualitatifs qui sont encore plus importants, je ne vous ai pas cité ici. Le débat il est là. Le débat il est là pour les lésions de grande taille. Les lésions de grande taille, on parle de plus de 2 cm, puisque au-delà de 2 cm, dans 80% des cas, on n'arrive pas à voir les lésions dans un seul morceau. Est-ce qu'on doit avoir une attitude japonaise où on va aller vers disséquer tout le monde, ou on va avoir une attitude plutôt australo-américaine où on va entre guillemets disséquer personne et faire des mucosectomies étendues? Quelle est la place, la force et les faiblesses de l'autre? La force de la mucosectomie qui se mine, c'est entre guillemets sa simplicité. Je la mets de plus en plus entre guillemets, puisqu'on voit quand même des énormes différences de résultats entre les équipes expertes et les équipes moins expertes. La durée de la procédure, un plus faible risque de complications, un coût supposé plus bas, mais il y a un gros bien dans cette étude de coût, c'est qu'on parle du coût de la procédure, mais ça va imposer beaucoup plus de contrôle. L'analyse histologique va être de moins bonne qualité, beaucoup plus de récidives, un risque de perte de vue non négligeable, et on sait que les persistances dans les suivis sont responsables d'à peu près 10% des cancers d'intervalle, et évidemment un gros problème sur tout ce qui est cancer, en particulier cancer sous-muqueux. Si vous avez un cancer et que votre trans est passé dans le cancer, le malade est directement chirurgien. La dissection sous-muqueuse, elle, évidemment, elle amène une résection en un seul morceau, donc avec une analyse histopathologique qui va être entre guillemets parfaite si vous avez un anapathe motivé. Ça va pouvoir obtenir une résection R0, type chirurgical, qui ne viendrait pas à l'idée dans la tête d'un chirurgien d'aller couper dans une tumeur. C'est le seul traitement possible endoscopique pour les cancers sous-muqueux. Évidemment, la difficulté, c'est une technique de centre expert, il y a plus de complications, ça dure plus longtemps, et là encore le coût, c'est un point d'interrogation, ça va dépendre de l'horizon temporel sur lequel on se place. Je ne vais pas montrer beaucoup de vidéos, même aucune, c'est juste pour montrer la différence entre l'une et l'autre. Voilà la dissection, quand on dit qu'il n'y a pas de limite de taille, il n'y a vraiment pas de limite de taille, c'est une de nos dernières grosses lésions. Vous voyez la lésion qui part de la marge anale, qui remonte au-delà du sigmoïde, sur quasiment 20 cm jusqu'à la marge anale, et ça se résèque en un seul morceau. Et voilà ce que ça donne en fin de procédure. Voilà, ça donne un beau petit SLEC, et c'était un adénocarcinome intramuculaire électrique R0. La mucosectomie piscinine, c'est comme ça. Vous avez une belle lésion de l'angle droit, avec la première étape qui est la caractérisation. Cette lésion n'a à l'évidence pas de risque d'invasion profonde, on était en 2015, et on va faire une résection de proche en proche, avec une injection d'antinagiopermin, en essayant, mais vous aurez plein de belles vidéos de Jean-Marc, de prendre le moins de morceaux possible avec systématiquement une marge de tissu sain, en se resservant de la première zone d'injection, de la première zone de résection, pardon, pour être le plus propre possible. Et finalement, cette grosse lésion peut être réséquée, vous allez voir, en 4 coups d'anse. Évidemment, c'est plus rapide, le 4e coup d'anse. Le risque, c'est les résidus adénomateux non visibles, même si avec votre endoscope de dernière génération, les voit de mieux en mieux. Je passe sur l'analyse de la lésion, puisque vous l'avez vu toute la semaine, et encore une fois, M. Chaussard, mais c'est la première étape indispensable, puisqu'on va adapter quand même le traitement au risque de cancer. Et s'il y a un cancer superficiel, pour le coup, clairement, déjà, c'est pas possible de proposer une résection fragmentée. La dernière chose récente qu'on peut rajouter, c'est qu'en plus, il y a un très beau papier de l'équipe de Michael Bourg, qui est l'équipe australienne référente, qui fait les plus grandes séries d'analyse, qui montre que, outre toute l'analyse des lésions, le risque de dégénérescence dépend aussi de la localisation. Et ça nous arrange bien, parce qu'en plus, la dissection est plus facile dans le rectum que dans le côlon gauche. Et il y a pour tous les mêmes types de lésions, si on compare sur les mêmes types de lésions, le risque de dégénérescence pour les polypes distaux et pour les polypes proximaux, il varie du simple au double. Donc vraiment, polype rectum ou côlon gauche, plus de risque de dégénérescence, donc cela aura encore plus d'indications pour la dissection sous-muqueuse. On pourrait presque s'arrêter là avec ce tableau résumé des méta-analyses qui vous dit 3000 malades dans un groupe, 1500, quelles sont les différences entre les deux techniques, la durée de procédure, le taux de R0, évidemment c'est propre à la technique, le pourcentage de récidive, pas de récidive quasiment dans un groupe, 12% dans un groupe, le taux de perforation, plus dans un groupe que dans un autre groupe, le taux de saignement à peu près similaire. Et la chirurgie pour complications un petit peu plus augmentée. Et la chirurgie pour un impact plus augmenté dans le groupe dissection, ça c'est probablement un avantage de la dissection, parce que ça veut dire que l'anapath est meilleure et qu'on a trouvé du cancer sous-muqueux qu'on n'a pas trouvé dans l'autre.
C'est pas qu'on a été moins bon dans la dissection, au contraire, c'est qu'on a pu avoir une meilleure qualité d'analyse pathologique. Le problème de ces méta-analyses, c'est qu'elles sont pas bonnes, elles sont basées sur que des études rétrospectives, il n'y a pas d'études comparatives. Donc pour essayer d'orienter le débat, je vais parler des 2 ou 3 plus grosses séries qui permettent de recentrer les choses. Donc la plupart des travaux de la mucosectomie fragmentée, ils ont été faits par le groupe australien de Michael Beau. Et ça, c'est une des premières études principales de Goethe, où ils font son algorithme de 1000 patients qui ont eu une mucosectomie piscine efficace. Pas de récidive dans 80% des cas, une récidive au premier contrôle dans 16% des cas, traitable pour la plupart, quelques groupes deuxième récidive et très peu de chirurgie. Mais le problème de beaucoup de ces études de Michael Beau, c'est qu'on nous met des résultats par l'intention de traiter. Il faut aller fouiller dans le dossier de l'étude pour voir en plus petit ailleurs ça. C'est qu'en fait, on nous parle des résultats de 1000 lésions, mais on leur a envoyé 1200 lésions. Et si vous regardez en petit, en fait, 1200 lésions, il y en a 24 qui n'ont pas été réséqués parce qu'ils ont une suspicion de cancer sous muqueux, 14 pour des raisons techniques, le polype était trop mal placé, 16 où ça ne s'est pas soulevé, et 79 où ils n'ont pas réussi pendant la procédure. Donc si vous ajoutez ça, ça et ça qui sont les polypes opérés pour des récidives et ceux qui ont été opérés pour des échecs, ça fait finalement 13% de malades envoyés à la chirurgie directement. Donc ça change un peu les résultats de la mucosectomie piscine, c'est aussi bien, on n'envoie pas à la chirurgie, il y en a quand même 13%. La deuxième chose qui est importante d'aller regarder au petit, c'est la taille des lésions. Et le taux de récidive en fonction de la taille des lésions. La taille moyenne des lésions dans ce groupe de mucosectomie piscine était de 25 mm. 25 mm, c'est pas les cibles de la dissection sous-muqueuse, clairement. Et le taux de récidive est directement lié à la taille de la lésion, puisque plus vous allez donner de coudance, plus vous allez avoir le risque de récidive. Et quand on passe dans les lésions de plus de 4 cm, qui sont plutôt nos cibles privilégiées en dissection sous-muqueuse, la récidive elle n'est pas de 15%, elle est de 33%. Donc ça change tout le débat sur les risques de récidive de coût, puisque si vous contrôlez 30% des malades versus 10% des malades, avec plus de taux de récidive après, probablement aussi plus de chirurgie pour récidive, vous allez changer votre débat. De l'autre côté, la dissection colorectale, la première étude de référence, c'est l'étude du professeur Saito au Japon, et on voit déjà pas les mêmes taux de cancer sous-muqueux, 20% de cancer sous-muqueux, c'est la donnée importante de cette série sur 20 malades. Taux de résection en un seul morceau de 80%, ça c'est juste pour faire une petite parenthèse sur les publications japonaises, c'est toujours des choses qui sont bizarres, ils n'utilisent pas les mêmes définitions que nous. Ils ont 85% de résection monobloc, mais ils arrivent à avoir plus de résection curative que de monobloc. Normalement, ce n'est pas possible avec les définitions européennes. Donc ils adaptent quelques définitions pour potentialiser leurs résultats, ce qui explique parfois aussi quelques différences de résultats avec les séries européennes. 11% de perforation, mais pas de perforation opérée. Les seules perforations opérées sont des perforations secondaires, elles sont faibles. Elles sont dans 0,5% des cas. Ce qui est aussi intéressant, c'est que les Japonais dissèquent tout, donc ils dissèquent des petites lésions, qui là encore ne sont pas nocives à nous. Et on voit bien que par contre, leur taux de complication et leur performance, qui critiquent les nôtres, sont directement indexés à la taille de la lésion. Et si on passe 5 cm, on a un taux de perforation dans les équipes japonaises la plus reconnue dans le monde, du professeur Saito, qui dépasse les 10%. La deuxième publication japonaise plus récente, à peu près les mêmes chiffres, avec encore la dissection dite colorectale, mais avec 60% des lésions dans le côlon gauche, c'est plus facile dans le côlon gauche, et des lésions encore de petite taille, 35 mm de moyenne, mais par contre toujours ce chiffre important de, quand on a une analyse histologique de qualité, on trouve du cancer sous-muqueux sur des grosses lésions, et on est à 15 à 20% de cancer sous-muqueux dans les études japonaises. Là, les résultats sont excellents en termes de résection complète, en termes de résection curative et de résection à zéro, dans autour de 80%. Les récidives, elles sont à 1% des cas, et pour le coup, les récidives de dissection, elles sont microscopiques, elles sont toujours traitables. Et les perforations sont autour de 3,5%. Et les seules perforations qui sont opérées dans ces études, c'est les perforations post-geste. Donc le débat, c'est quelle technique? On parle de résultats scientifiques, récidives d'un côté, pas de récidive de l'autre, plus de complications, plus de temps de l'autre. Et il y a un problème important, c'est quand même le coût aussi. Qu'est-ce qu'on va faire médico-économiquement? On n'a pas d'études randomisées, on n'a pas d'études comparatives. Donc Michael Bourg, là encore sur sa base de données exceptionnelle, a dit on va faire une modélisation économique de une technique par rapport à une autre. Et il a comparé 3 stratégies. La SESD, c'est la stratégie de dissection sous-muqueuse sélective. Je ne dissèque que les lésions à risque de cancer sous-muqueux, qui
qui semble être assez logique. Le WFEMR, le YFIEMR, je fais du mucosectomie piscine à tout le monde, et j'accepte dans mon coup que je serai obligé d'envoyer des malades à la chirurgie pour des raisons d'anapathe ou de récidive. Et la UESD, c'est l'ultra-ESD, unique ESD, que de la dissection sous muqueuse pour tout le monde. Et les résultats sur les stratégies en termes de coût. La stratégie de dissection sélective, que les lésions à risque, serait celle qui ferait le mieux. C'est parfait, c'est ce que veut montrer Michael Bourg depuis le début, c'est ce qu'il commence à faire. Je fais du pismique quand il n'y a pas de risque et on fait de la dissection. Sauf que, pareil, en petit, dans le tableau là, mais pas écrit bien proprement dans les résultats, vous avez SESD base case, SESD classification japonaise. Ces conclusions sont basées sur cette colonne. Cette colonne, il n'y a eu que 43 cas de cancer superficiel, parce que c'est du rétrospectif sur le nombre de cancers superficiels anatomopathologiques. Comme si on était capable de prédire dans 100% des cas de cancer, et qu'on allait traiter par dissection que si on était sûr, mais c'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est cette colonne. C'est-à-dire, par contre, le coût, si on fait une stratégie sélective sur notre analyse de la caractérisation des lésions. Et s'il était basé sur sa caractérisation des lésions, il aurait disséqué 414 malades pour lesquels il estimait qu'il y a un risque. Et là, le coût n'est plus les mêmes. La stratégie de dissection pour tout le monde, par contre, est toujours négative économiquement, mais là encore avec un biais, l'horizon temporel était à 18 mois, les récidives en mucosectomie piscine, elles imposent des contrôles plus longs sur 3 ans. Juste pour comparer, je vous ai dit, le biais, toujours la taille des lésions, on est basé sur les lésions de 25 mm toujours. Si on prend notre base Limoges, et on est en train de refaire la base nationale au niveau colique, qu'on a déjà fait pour les rectums avec M. Chaussade et Mathieu Pioche, taille moyenne de lésion à Limoges qu'on a réséquée en 3 ans de 250 dissections colorectales, c'est 55 mm x 47 mm. Donc c'est pas du tout la même taille de lésion. On a 12% de cancer au moins avec une infiltration sous-muqueuse. On a 0,8% de récidive, 0,8% de complications. Et par contre, on trouve ces mêmes problématiques, c'est que les lésions qu'on a estimées à risque d'invasion sous-muqueuse, il y en a 62% de notre base, donc si on faisait de la dissection sélective, déjà il faudrait disséquer 60% des lésions qu'on nous envoie. Et sur ces 60%, il y en a 22% qui ont du cancer sous-muqueux. C'est-à-dire que quand on analyse la lésion, si on allait faire du piscine à tout le monde, on enverrait déjà ces 22% de malades à la chirurgie directement pour un problème anatomopathologique. Enfin, le dernier débat, c'est tous les polypes ne se voient pas. Et ça, c'est un score intéressant qui a été publié depuis longtemps par les Anglais, qui est un score de risque de difficulté de résection endoscopique et de complications, qui s'appelle le SMSS score pour la taille, la morphologie, le site du polype et l'accessibilité du polype. Avec la taille qui est très importante pour le score de difficulté, puis après, en fonction si c'est un polype blanc, c'est plus difficile qu'un polype sessile. S'il est à droite, c'est plus difficile qu'à gauche. Et si la manœuvrabilité du tube n'est pas bonne, si on est dans un angle, on est bouclé, c'est plus difficile. À partir de 12, vous êtes dans un score qui est considéré 4, le plus dur. Et donc vous voyez, dès que la lésion fait plus de 4 cm, vous êtes à un score de 12, parce que même s'il est pédiculé à gauche et simple d'accès, ça fait 3 plus 9, 12. Qu'est-ce que montre Michael Bourg, là encore, c'est que c'est plus du tout les mêmes résultats de la mucosectomie pismique, puisque là, en petit, vous avez le taux de succès qui n'est que de 92% dès qu'on arrive à ce score de 4, le taux de saignement post-geste qui est plus important, 7,8% versus 1%, et le taux de chirurgie dans les 15 jours, donc soit pour un échec, soit pour une raison d'impact, qui est finalement les mêmes chiffres que je vous ai montés avant. Là, il est plus honnête, il a l'intention de traiter, qui est à 12%. Et le taux de récidive, qui est à 24%, alors que dans les autres cas, il est à moins de 10%. Et pareil, je me suis amusé à reprendre notre base de données d'une équipe qui est encore dans une phase d'apprentissage, puisque contrairement à ce qu'on nous a dit, je pense que pour la dissection notamment colique, il faut au moins une centaine de cas pour arriver vraiment à une grande efficacité. On a 90% de nos lésions qui sont des SMSA 4. Donc si on compare juste des bases versus des bases, on ne compare pas les mêmes lésions. Si on compare que les SMSA 4 de l'étude de Bourg à nos SMSA 4, on voit qu'on a un succès technique qui est le même. On a 93,3% de succès technique de dissection. Sur les 7% d'échecs de dissection, il n'y en a que 2 qui ont été opérés pour échec technique, les autres ont été terminés en mucosectomie pismique, tandis que là, quand il y a un échec de mucosectomie pismique, ça passe à la chirurgie. Le taux de perforation, on est plus haut, on est à 10%, ça peut sembler haut, mais je vous ai dit, SMSA 4, plus de 4 cm, notre taille moyenne est de 5 cm, c'est les mêmes 10% que Saito, finalement, dans les lésions de plus de 5 cm. Le taux de chirurgie,
dans les 15 jours, 8% c'est sur la napate et sur 2 perforations secondaires. Et le taux de récidive, 23% dans un groupe, 0,8% dans l'autre. Donc en conclusion, pas de chirurgie en première intention pour les gros polypes. La dissection est sûre en 2018 si on a une grosse lésion rectale. Si à mon avis on a un polype SMS à 4, donc en particulier si le polype fait plus de 4 cm, et si on a une suspicion de dégénérescence superficielle avec toutes les données de caractérisation que vous avez toute la semaine. Le bismil n'est pas aberrant pour les autres lésions. Et de nouvelles données scientifiques vont arriver des deux côtés, puisqu'il y a une publication de groupe de Michael Gour qui a amélioré la technique de mucosectomie bismil, qui va faire le lieu d'une publication dans le New England Journal of Medicine où les taux de récidive vont diminuer. Mais la dissection va encore aussi énormément progresser par l'arrivée des Américains dans le marché avec le développement de plein d'outils de contre-traction et d'outils de stabilisation du monoscope qui vont changer. Et ma deuxième conclusion, c'est qu'une bonne mucosectomie bismil est mieux qu'une mauvaise dissection, mais qu'une bonne dissection sera toujours mieux qu'une bonne mucosectomie.